Bienvenue sur la chaîne qui va être dédiée à des histoires assez étranges, paranormales, effrayantes. Bref, de vraies histoires mystérieuses et parfois inexpliquées qui ont marqué les esprits. Sur la chaîne, il y aura beaucoup d'histoires qui sont tirées de faits réels, qui sont très connues, d'autres qui sont réelles moins connues, et aussi des histoires que je vais écrire, parce que j'adore écrire des histoires paranormales, effrayantes, etc. et vous les expliquer avec toujours un récit bien ordonné. Sur cette chaîne, rien n'échappera à notre regard et à notre narration, que ce soit des disparitions troublantes, des lieux maudits, ou bien encore des crimes qui sont non élucidés. Si tu es vraiment passionné par toutes ces histoires qui sont un petit peu étranges, où il n'y a pas vraiment le fin mot de l'histoire, des choses qui sont assez inexpliquées, je t'invite vraiment à t'abonner sur la chaîne et à nous suivre également sur Spotify et sur les plateformes de podcast, puisque ce sera disponible également en format podcast. Maintenant que tout cela est dit, on va pouvoir passer du coup à notre premier sujet. On est à Los Angeles en 2013. Donc tu connais sûrement cette ville, c'est une ville des États-Unis qui est immense, très lumineuse, très réputée, très fréquentée, mais qui dans son histoire et dans sa vie de tous les jours a aussi une part d'ombre, et notamment le sujet du jour en est une complète. Parmi les innombrables hôtels qui sont présents sur Downtown, l'un d'entre eux est réputé pour être extrêmement étrange, voire maudit, puisqu'elle est un petit peu le recueil d'âmes perdues depuis des décennies. Cet hôtel s'appelle le Cecil Hotel. Le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui est construit dans les années 1920 et qui a une réputation qui est extrêmement sombre. Et à juste titre, on y référence plusieurs meurtres et plusieurs suicides. Des criminels très réputés y ont séjourné. On pense par exemple à Richard Ramirez et Jack Unterweger. Et c'est également un lieu qui a été associé plus ou moins à l'affaire du Dahlia Noir dont tu as déjà certainement entendu parler. Le Dahlia Noir, d'ailleurs, il y aura certainement une vidéo sur ce thème précisément. C'est une jeune femme qui a été tuée de manière assez horrible, qui était surnommée le Dahlia Noir par rapport à sa chevelure brune magnifique et qui rêvait d'être actrice et mannequin notamment, et qui est décédée dans des conditions absolument épouvantables. Et le Cecil Hotel, malgré toutes les rénovations qu'il y a pu avoir, les travaux, les aménagements, etc., c'est toujours resté un lieu maudit. Plusieurs histoires un peu étranges s'y sont passées, mais une a retenu mon attention et je voudrais t'en parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'Elisa Lam. C'est une jeune femme de 21 ans qui a grandi à Vancouver au Canada et qui a vécu au Canada, qui était originaire de Hong Kong et qui avait des parents qui étaient restaurateurs, somme toute une vie, on va dire, assez classique, en tout cas d'une personne qui a immigré, etc. Elle était réputée pour être une femme très brillante, très curieuse, elle aimait vraiment découvrir des choses, s'intéresser à des sujets, mais elle était réputée aussi pour avoir une certaine fragilité et une certaine sensibilité. Elisa a un profil quand même qui est un petit peu ambigu, parce que derrière cette curiosité, son côté brillante, etc. qu'elle peut avoir, elle souffre de troubles bipolaires et d'épisodes de dépression qui peuvent être parfois assez intenses. Du coup, elle a un traitement médicamenteux qui est en adéquation avec ces épisodes dépressifs, mais elle a quand même fait d'énormes crises dans son passé et elle est sujette à ça. Pour elle, ce voyage aux États-Unis, ça devait être un petit peu un échappatoire, une quête de liberté, mais on va voir que malheureusement, ça va être tout sauf ça. Elle avait un blog sur lequel elle partageait un petit peu tous ses troubles psychologiques, ses épisodes dépressifs, ses troubles bipolaires. Elle en parlait vraiment assez ouvertement, un petit peu comme si elle voulait connecter les gens à sa réalité. Et c'est sur ce blog aussi où elle va partager un petit peu tous ses voyages, ses photos qu'elle va prendre, etc., ses souvenirs. Bref, on va y retrouver un petit peu tous ces petits fragments de vie qu'elle va centraliser ici. Mais le 31 janvier 2013, c'est là où tout va s'arrêter malheureusement pour Elisa. On n'a plus aucun signe de vie d'elle, plus aucune nouvelle, et là évidemment ce qui va se passer, c'est un réflexe tout à fait normal pour ses parents. Ils vont être déjà évidemment extrêmement inquiets, ça on s'en doute, mais ils vont avertir la police et la police va se mettre à sa recherche. Une enquête est donc ouverte sur cette affaire et on va voir énormément de détectives qui vont défiler à l'hôtel, qui vont faire des recherches. Donc l'hôtel est fouillé de fond en comble par des détectives et puis des agents. Il y a des chiens pisteurs qui vont parcourir aussi tous les étages jusqu'à s'arrêter tout en haut tout simplement devant une fenêtre et se rendre compte qu'ils ont fait le tour, mais qu'Elisa, elle est introuvable. Il n'y a plus aucune trace d'elle jusqu'au 13 février, soit quasiment 2 semaines après la dernière fois où on a pu avoir des nouvelles d'elle. À cette date-là, la police va diffuser une vidéo d'elle qui est extrêmement troublante et qui a été d'ailleurs extrêmement virale sur internet. C'est une vidéo d'Elisa dans un ascenseur. La vidéo, je l'ai vue. Si jamais tu ne l'as pas vue et que l'affaire t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Elle est disponible sur les plateformes de vidéo. On y voit Elisa dans un ascenseur. Donc là, tu vas me dire, somme toute, quelque chose d'assez classique finalement. Sauf que ce qui se passe avec Elisa dans l'ascenseur est tout sauf normal. Donc dans cette vidéo, on voit Elisa qui rentre dans l'ascenseur et qui essaye d'appuyer sur des boutons de l'ascenseur, mais l'ascenseur n'a pas l'air de trop répondre et elle va faire quelque chose d'assez étrange.
elle va se mettre dans le coin de l'ascenseur. Donc l'ascenseur, évidemment, c'est un cube, hein, et le panneau, on appuie sur les boutons qui est sur le côté, va se mettre sur ce panneau-là, un petit peu comme si elle se cachait de quelque chose, alors qu'on voit bien à la vidéo qu'il n'y a absolument rien, si ce n'est qu'elle dans un ascenseur qui ne bouge pas. Et lorsqu'elle est cachée un petit peu dans ce coin d'ascenseur, on va voir qu'elle va faire des trucs assez bizarres, comme par exemple regarder, mettre la tête, la sortir, la re-rentrer, comme si elle était potentiellement poursuivie ou que quelqu'un la cherchait, mais on voit rien. Nous, au niveau de l'image qu'on voit, on la voit juste sortir la tête, la rentrer, on a l'impression qu'elle est toute seule. C'est l'impression qui prédomine, on a l'impression qu'elle était dans un épisode potentiellement bipolaire, voire peut-être de schizophrénie, mais en tout cas, elle semble bel et bien seule, mais elle semble bel et bien apeurée de quelque chose. Et à ce moment-là, elle va faire des choses qui, c'est marrant de t'en parler, j'ai la chair de poule, c'est un truc de fou, parce que j'ai vu la vidéo, elle va faire un truc qui est super bizarre, c'est que elle va sortir un petit peu de l'ascenseur, se mettre quasiment à l'entrée de celui-ci, et puis elle va faire des gestes avec ses mains qui sont extrêmement chelous, extrêmement terrifiant, inquiétant. Elle va faire comme si elle faisait des mouvements, on ne sait pas trop quel genre de mouvement, mais comme si elle était vraiment dans une autre planète, dans un autre monde. On dirait des gestes qui sont très chorégraphiés. C'est des mouvements qu'on n'arrive pas du tout à comprendre ni à cerner, mais vraiment, ça ressemblerait presque à un film d'horreur où il y a une entité démoniaque qui est là et elle est un petit peu possédée, quoi. Et la suite de cette vidéo, elle est assez simple, c'est que on la voit faire des choses, bref, on la voit un petit peu re-rentrer vite fait, ressortir, et à un moment donné, elle disparaît, on la voit plus dans le cadre de la vidéosurveillance, et à ce moment-là, l'ascenseur commence à refonctionner, les portes se ferment, elle se réouvre, on ne la voit toujours pas, on revoit à nouveau les portes se fermer, les portes se réouvrent de l'ascenseur mais à un autre étage, elles se referment, bref, la vidéo se finit comme ça, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Et donc là, tous les internautes qui ont vu cette vidéo qui date de maintenant il y a 12-13 ans, se demandent un petit peu ce qui s'est passé, puisque on se demande est-ce que quelqu'un lui en voulait, est-ce qu'elle était suivie, est-ce qu'elle était aussi potentiellement droguée, même si elle n'est pas forcément connue pour ça. On peut peut-être se demander s'il n'y a pas des effets secondaires du traitement médicamenteux qu'elle a, etc. Mais certaines personnes se sont demandé si elle n'était pas tout simplement possédée, en relation et en lien avec cet hôtel qui serait maudit de par son trouble passé. Aucune nouvelle d'Elisa, personne ne sait ce qu'elle est devenue, personne ne l'a vue, c'est un mystère complet. On est le 19 février 2013 et alors qu'on est dans une journée plutôt classique dans ce genre d'hôtel, il y a un client qui va se plaindre de quelque chose qui va retenir peu après l'attention des détectives qui vont entendre ça. Il se plaint de l'eau. En fait, ce client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se plaindre à la réception et dire que l'eau, quand il se lave les dents ou quoi que ce soit, ou même quand l'eau ruisselle sur son visage quand il se lave, il trouve qu'elle a un goût ou une odeur qui est assez particulière et qui l'inquiète un peu parce qu'il trouve que c'est pas normal. Et en plus de ça, il trouve que la pression générale de l'eau, donc le débit, est plutôt très faible et il a l'impression qu'il y a un problème dans sa chambre. Donc il remonte le problème pour que la réception soit informée. Donc une personne de l'hôtel, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement aller vérifier dans la chambre de la personne du client qui séjourne dans l'hôtel et ils vont se rendre compte qu'effectivement la pression est assez faible, l'eau coule pas très vite et puis il y a effectivement cette espèce de goût. Personne va goûter comme ça et va se dire effectivement il y a quelque chose qui semble assez c'est acre, c'est un peu étrange. Du coup l'hôtel, ce qu'ils vont faire, c'est tout à fait simple, c'est qu'ils vont simplement appeler un technicien pour qu'il aille vérifier un petit peu toutes les conduites d'eau, tout ce qui se passe au niveau des réservoirs. Et donc il y a un technicien qui va monter sur le toit de l'immeuble puisque c'est là que se situent les réservoirs d'eau et quand il va aller dans un de ces réservoirs spécifiquement, il va faire, et j'imagine que tu t'attends à ce que je vais te dire, une découverte macabre. Elisa est noyée dans une de ces citernes. Dans ce grand réservoir, son corps gît sur l'eau, ses vêtements à côté flottent. Elle est là depuis plus de 2 semaines. Donc, au-delà de l'étrangeté de trouver son corps nu flotter dans un réservoir d'eau sur le toit d'un hôtel, les vêtements qui flottent à côté et qui laissent songer peut-être à plein d'hypothèses possibles, se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait sur un toit d'un immeuble et encore plus qu'est-ce qu'elle fait dans un réservoir situé sur le toit de cet immeuble. Mais surtout, ce que les gens vont se demander, au-delà du comment, c'est pourquoi. Le corps est évidemment enlevé de ce réservoir et a subi une autopsie complète. Et très paradoxalement, l'autopsie va conclure à une mort accidentelle par noyade. Donc au niveau de son corps, même si on est longtemps après son décès présumé, il n'y a aucune trace d'alcool, aucune trace de drogue, mystère complet. Mais comme on l'a vu, Elisa, elle souffrait de troubles bipolaires et de schizophrénie, ce qui pourrait expliquer un petit peu son comportement très étrange, non explicable et un petit peu, on va dire, ce côté un petit peu erratique qu'on a pu bien y lui voir. Mais malgré cette autopsie, il y a quand même des détails qui ne collent pas du tout, qui sont illogiques et inexplicables. Premièrement, les trappes des citernes, des réservoirs d'eau, elles sont censées être fermées et non accessibles. Comment elle a pu se retrouver là-dedans, c'est un mystère que personne n'a réussi à résoudre jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, accéder au toit
d'un hôtel, c'est quelque chose qui n'est pas possible par définition. Il y a des portes d'accès qui sont fermées, verrouillées. Donc comment elle a pu accéder aux toits de cet hôtel, c'est quelque chose qui est incompréhensible à date. Il y a une dernière chose aussi qui interroge un petit peu, c'est qu'il n'y a aucun témoin. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu, alors qu'une personne qui cherche à monter dans les étages d'un hôtel, à accéder au toit, ouvrir des portes qui sont pas censées être ouvertes, on se dit que normalement quelqu'un aurait dû voir quelque chose ou entendre quelque chose, ou que d'autres caméras auraient pu capter ces éléments-là. Mais rien du tout. Dès lors, il y a plusieurs théories qui vont un petit peu se profiler. La première, c'est que, effectivement, liée à ces troubles de bipolarité, de schizophrénie, elle aurait peut-être pu se suicider ou avoir, entre guillemets, une mort tragique et accidentelle, comme l'autopsie l'a révélé. Par rapport à son traitement médicamenteux, ça peut être une explication, même si elle est quand même teintée de mystère assez surprenant. La deuxième hypothèse, ce serait un meurtre qui serait maquillé, un petit peu déguisé, même s'il n'y a aucune justification ou élément qui amène à cette hypothèse-là, mais on a quand même l'impression que cette pauvre Elisa n'a pas pu arriver sur le toit de cet immeuble tout seul. D'autres personnes ont émis une hypothèse sur une sorte de rituel un peu occulte qui serait lié au passif et à l'histoire de l'hôtel qui serait très sombre, même si on n'a pas d'autres arguments qui peuvent amener à ça. On a juste vu une Elisa dans un ascenseur très troublé, mais voilà, certaines personnes pensent qu'il y a peut-être un rituel un petit peu satanique ou quelque chose comme ça lié à ce passif de l'hôtel. Et enfin, il y a une dernière idée qui a surgi dans certaines bouches de certaines personnes qui se disent qu'elle n'était peut-être pas seule. Et on en revient à cette fameuse hypothèse d'être possédée qu'on avait évoquée en tout début de vidéo. Peut-être qu'elle était tout simplement possédée par une entité particulière. Aujourd'hui encore, personne ne sait ce qui est arrivé à Elisa. Une chose est sûre cependant, elle est devenue, malgré elle, le symbole de l'étrangeté de cet hôtel Cecil Hotel. La seule chose qu'on peut plus ou moins affirmer dans toute cette histoire, c'est que cette fameuse vidéo de l'ascenseur où on la voit, ces gestes inexpliqués, c'est peut-être ces appels à l'aide psychologique qu'elle n'arrivait pas à matérialiser dans ces gestes assez flous et assez incompréhensibles, c'était ces derniers gestes, c'était ces derniers instants de vie. Et dans la sombrité de cet hôtel très particulier, des personnes sont amenées à penser que peut-être le spectre d'Elisa Lam rôde encore dans les murs du Cecil Hotel.